Un atelier de formation initié par l'Inspection générale d'État en collaboration avec l'UNICEF et l'Initiative ivoirienne pour l'évaluation se tient depuis ce mercredi 2 février au bord de la lagune Ébrié à Abidjan. L'objectif est de renforcer les capacités évaluatives des contrôleurs publics pour une bonne gouvernance. L'autoroute de Grand Bassam, les travaux avancent. Cette voie stratégique menant au Ghana voisin et porte d'entrée d'Abidjan est en chantier depuis plusieurs années. En prélude à la mise en service de ce poste de péage, le ministre de l'Équipement et l'Entretien routier était sur le chantier ce mercredi. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique ont décidé de mettre le pied dans le plat. Les deux organismes de financement de la recherche en Côte d'Ivoire viennent de lancer l'idée d'un grand colloque international qui réunira des intellectuels d'ici et d'ailleurs autour des questions de la bonne gouvernance. Merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Comment exercer au mieux les missions d'évaluation des actions publiques? Ceci est l'exercice auquel est soumis à compter de ce jour, et ce pour 48 heures aux acteurs des inspections générales d'État et des ministères de Côte d'Ivoire. Un atelier de formation initié par l'Inspection générale d'État dont le but est de renforcer les capacités évaluatives des contrôleurs publics pour une bonne gouvernance. Issa Badini et Doumbia Ayouba. Reportage. Ils viennent de l'Inspection générale d'État et des inspections des différents ministères. Tous des agents dont la mission consiste à contrôler et à évaluer l'action publique. Et c'est justement afin d'émiller les outillés que le présent atelier doit son existence. À l'initiative, l'Inspection générale d'État avec le concours du ministère du Plan et du Développement. Vous connaissez le nombre important de politiques et de programmes que notre pays initie chaque année. Et il est bien que nous puissions se poser la question de savoir est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que les moyens que nous mettons en œuvre permettent au public cible, à la population, de pouvoir trouver la satisfaction qu'il faut, eu égard à l'importance des montants que nous mettons. Donc il est bien qu'à un moment donné, nous puissions donner à nos inspecteurs d'État et aux inspecteurs des ministères les moyens, à la fois institutionnels, mais surtout les connaissances. Et à l'issue de ces journées de travaux, évidemment, des outils seront dispensés, des méthodes, des standards également et des normes en matière d'évaluation seront donnés. Et donc, il est important qu'au sortir de cet atelier, avec ses capacités renforcées, on puisse s'attendre à une meilleure mise en œuvre des politiques publiques. À la manœuvre, l'initiative ivoirienne pour l'évaluation des IEVAL et l'UNICEF qui, à travers cet atelier, compte doter ces acteurs de l'évaluation l'outillage nécessaire pour une saine gouvernance. Au cours de ces 3 jours, nous allons voir un peu c'est quoi la politique publique. Nous allons voir également comment est-ce qu'on peut faire l'arrimage entre les ODD, c'est-à-dire l'objectif de développement durable, et puis les politiques publiques. Comment évaluer l'impact des politiques publiques et puis surtout comment rédiger, n'est-ce pas, des rapports d'évaluation et puis partager, n'est-ce pas, les connaissances, sinon les résultats de ces rapports-là. Le présent atelier nous offre l'opportunité pendant 3 jours d'instaurer un cadre de dialogue, d'échange et d'apprentissage favorable au renforcement des capacités évaluatives nationales et à l'identification de perspectives innovantes pour faire avancer l'agenda de l'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire. Les travaux ainsi démarrés refermeront leurs portes dans 48 heures. Et il faut noter qu'ils se déroulent en présentiel et par visioconférence. Dans le cadre de ces activités programmatiques liées au contexte de la dette publique en Côte d'Ivoire, la Convention de la société civile ivoirienne a organisé un atelier de validation du rapport issu de l'étude sur la dette publique ivoirienne le 31 janvier 2022 à Abidjan. Il s'agit d'une étude afin de prévenir les impacts négatifs d'un éventuel risque de surendettement du pays sur les conditions de vie des populations. Mireille Abalé, Marius Seri nous font le point. La Convention de la société civile ivoirienne, CSI,
a organisé un atelier de validation du rapport issu de l'étude sur la dette publique ivoirienne. C'était à l'hôtel La Rose Blanche, Sisa Cocody Angri. Depuis mars 2021, la dette publique a atteint la barre de 17 776 milliards, a annoncé le gouvernement. Ainsi, dans le cadre de ses activités liées au suivi des finances publiques, la CSI a réalisé une étude sur la dette de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette conférence, c'est de valider l'étude que nous avons communiquée sur la dette ivoirienne. Le constat est que, jusqu'à preuve du contraire, la dette est seulement gérée de l'apanage de l'État. Alors que quand on contracte les dettes, c'est la population qui rembourse. Guillaume Adengra, ingénieur statisticien et économiste, a tenu à rappeler que la Côte d'Ivoire court dangereusement vers le seuil de la dette recommandé par l'UEMOA, qui est de 70%. Aussi, afin de prévenir les impacts négatifs d'un éventuel risque de surendettement du pays, des recommandations ont été faites. Les points sur lesquels alarmant qu'il faut regarder, c'est la viabilité de la dette. Aujourd'hui, nous avons atteint quasiment un niveau de 58% par rapport à notre PIB. Nous sommes en train de courir dangereusement vers le seuil de la dette recommandé par l'UEMOA qui est de 70%. Il faudra bien regarder les questions liées au taux, si nous pouvons les rediscuter au niveau donc, de la dette intérieure, et puis faire en sorte que les dettes contractées au niveau donc, du marché extérieur soient moins soumises à des risques de taux de change, parce que tout ceci peut constituer un facteur bloquant pour notre économie. La crise économique mondiale due à la pandémie du Covid-19 en 2020 a également eu des conséquences graves sur les niveaux d'endettement de l'ensemble des pays en développement. La Côte d'Ivoire bénéficie encore du moratoire sur le paiement de sa dette bilatérale lancé par le G20 et le Club de Paris. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition de l'Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, tenue du 31 janvier au 1er février à Abidjan. Une assemblée générale à l'issue de laquelle Mamadou Faye, président de la Cour des comptes du Sénégal, a été porté à la tête de l'institution. Le point avec Walter Kofi. Mamadou Faye, président de la Cour des comptes du Sénégal, est désormais à la tête de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, ASCUF. Il succède ainsi à Diomandé Konvali, président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Un changement à l'issue de l'Assemblée générale de l'institution tenue durant 2 jours à Abidjan. Dans l'ordre de ses priorités pour son mandat durant les 3 prochaines années, le nouveau président de la SQF entend mettre l'accent sur le renforcement des capacités de ses membres et veiller sur le caractère indépendant de l'institution. Mais vous conviendrez avec moi qu'une association n'est performante que si ses membres le sont. C'est pourquoi nous exerçons nos instances supérieures de contrôle à développer davantage de professionnalisation, mais aussi d'indépendance, et à réaliser une production des rapports de qualité. Quant au président sortant Diomandé Konvali, pour qui cette 9e édition participe à accroître la visibilité de la Côte d'Ivoire, a fait le point sur les enjeux du contrôle de la dette publique, l'une des principales thématiques abordées lors de ces assises. Ce qui a été dit, c'est que après que les pays du tiers-monde aient bénéficié de l'effacement de leurs dettes dans le cadre de l'initiative PPTE, on constate que beaucoup de pays africains commencent à avoir un taux d'endettement qui commence à devenir préoccupant. Pour certains pays que je ne citerai pas, on peut même déjà parler de lignes rouges. La Cour des comptes de France, représentée par son secrétaire général, ressort satisfait de la tenue de l'Assemblée générale qui, comme à l'accoutumée, garde son aspect enrichissant sur le partage des bonnes pratiques. Le rôle de notre association, c'est, comme le disait le président Diomandé, c'est d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger nos compétences, nos connaissances, nos savoir-faire pour
collectivement monter en gamme, pour collectivement affirmer notre positionnement. Rappelons que l'Assemblée générale de la SQIF se tient tous les 3 ans, un rendez-vous durant lequel l'association élit son nouveau bureau et fixe la feuille de route de son prochain mandat triennal. Cette 9e édition à Abidjan a enregistré plus de 75 participants représentant une vingtaine de pays. Parlons développement des infrastructures dans ce journal. L'autoroute de Grand Bassam est très importante de par sa position et sa fréquentation. En prélude à la mise en service de ce poste de péage, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a visité ce chantier et celui de l'autoroute Aswende-Assini réalisé à 98% ce mercredi. Voyons tout cela dans ce reportage de Patrick Roux et commenté par Marie-Christelle Zogueyi. En prélude à l'inauguration prochaine de grands chantiers, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est inquiet de l'évolution sur les différents sites du district d'Abidjan et la région du Sud Komoué. Ce mercredi 2 février 2022, Amédée Kwaku Kofi a concomitamment visité la gare de péage de l'autoroute Abidjan-Bassam et le prolongement de l'autoroute Abidjan-Lagos. Avec pour lieu de départ le rond-point d'Anani et financé à hauteur de 23 milliards de francs CFA par le Fonds d'entretien routier. La gare de péage est composée de 16 voies, dont 8 dans chaque sens de circulation. Toutes ces voies sont à télépéage. Si l'ouverture prochaine de la gare de péage de l'autoroute Bassam suscite des inquiétudes pour les usagers, ils ont à cœur de circuler sur l'ancienne voie. Le ministre Amédée Kwaku Kofi a répondu à cette préoccupation sans langue de bois. Nous avons des trafics qui dépassent 10 000 véhicules jour les week-ends, mais sur cet axe, nous avons l'ancienne voie. Pour ceux qui ne veulent pas payer, pourront passer de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Sur la visite des chantiers, notamment le pont métallique de 4 mètres à Mondoukou et le prolongement de l'autoroute du carrefour Mondoukou au carrefour Aswende, long de 27 km et 2 fois 3 voies, dans le cadre du corridor Abidjan-Lagos, un fait marquant a été constaté. L'autoroute Carrefour Mondoukou Carrefour Aswende contourne visiblement la ville de Bonoa pour rejoindre le carrefour Aswende. Amédée Kwaku Kofi donne les raisons de cette déviation. Dans le cadre du corridor Abidjan-Lagos, donc la route qui va d'Abidjan jusqu'à Lagos, chaque État doit construire une autoroute. Et le tronçon Abidjan-Grand Bassam, c'est le premier tronçon qui a été construit où on est en train de mettre le péage. Alors il y a un deuxième tronçon qui doit aller donc, qu'on était en train de faire entre Bassam et Samo, et on est en train de faire des recherches de tracés. Parce que vous savez qu'entre Bassam et Bonoa, il y a beaucoup de zones marécageuses. Les premières études que nous avons faites nous ramenaient à un peu plus de 4 milliards de kilomètres d'autoroute. Donc ça nous revenait excessivement cher. Il a fallu donc refaire nos tracés. Nous sommes passés beaucoup plus bas. Donc pour longer le canal d'Assini, là où on avait déjà une ancienne route. Et avec ce projet-là, on est à un peu moins de 2 milliards de kilomètres, y compris les échangeurs, les passerelles piétonnes, et puis faire une contre-allée. Donc on a un coût qui est relativement bas. Notons que le pont métallique de Mondoukou datant de Mathusalem sera entièrement rénové et livré le 28 février prochain aux populations de Mondoukou. Une réalisation qui va assurément désenclaver cette localité qui s'ouvrira désormais au reste du district d'Abidjan. Les transitaires du fleuve Mano se regroupent en union. La Côte d'Ivoire accueille du 29 janvier au 2 février pour la première fois les assises des transitaires de l'Union du fleuve Mano. L'initiative est du syndicat autonome des transitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre de 5 jours est de préparer les textes et statuts intérieurs de l'Union des transitaires du fleuve Mano, UTFM. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba reviennent sur la clôture de ces assises à Abidjan. Ils sont venus de la Guinée-Conakry, du Libéria et de la Sierra Leone dans l'espoir de construire avec leurs homologues transitaires ivoiriens un test juridique pour les transitaires du fleuve Mano. Ensemble, ils ont décidé de se donner la main pour construire leur destin dans cet espace économique du fleuve Mano.
dotés d'un statut juridique pour défendre les intérêts des transitaires de l'espace. Ils veulent également développer une synergie afin de faire des échanges commerciaux entre tous les pays une réalité. Les premiers jets sont faits, il y a maintenant à les soumettre à, disons, des entités juridiques, puisque ça doit prendre une forme juridique, c'est quelque chose qui doit faire office de test conducteur pour nos activités futures. Et donc, à l'instant T, ces tests vont passer encore à un pressoir avant de devenir tests imposables. La contribution des autres pays membres augure un lendemain meilleur pour la nouvelle Union. Nous avons travaillé pendant 4 jours ensemble sur les textes juridiques et sur les statuts et les règlements intérieurs. Nous nous sommes mis d'accord sur la plupart des points et nous nous sommes mis ensemble. C'est pour faciliter notre travail, nos échanges. Et c'est ce qui prime chez nous. Les échanges commerciaux entre les États membres ne sont pas encore à la dimension des attentes des transitaires qui comptent bien mener la lutte pour l'amélioration des conditions de travail des transitaires. Très heureux parce que vous savez que le commerce est une mamelle de l'économie. Et quand le commerce est densifié, quand il est dynamisé, ça contribue à renforcer les économies de nos pays respectifs. Vous avez les transitaires qui sont un maillon essentiel dans la fluidité de ce commerce-là. Nous souhaitons que les transitaires puissent vraiment contribuer à dynamiser le commerce intra-régional entre les 4 pays membres de l'Union du fleuve Mano et que les actions aussi contribuent à renforcer ce secteur important de l'économie. C'est vraiment ce à quoi on aspire aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les soutient. La Côte d'Ivoire est la cheville ouvrière de cet ensemble et compte le rester. En tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire va engranger de nombreux dividendes à travers le développement des échanges entre les pays du fleuve. Le conseil d'administration de la SODEFOR, Société de développement des forêts, a un nouveau président. Il s'agit de Nizako Boabré Antoine. Il remplace à ce poste Koné Ousmane. La passation de charge entre le nouveau président et son prédécesseur a eu lieu ce 1er février en présence du directeur général et de l'inspecteur général des eaux et forêts. Koné Nanourgo et Richard Akeke reviennent sur cette passation de charge. Nizako Boabré Antoine est désormais le nouveau président du conseil d'administration de la Société de développement des forêts SODEFOR. Ce mardi 1er février, il reçoit les charges de sa nouvelle fonction en présence de l'inspecteur général des eaux et forêts. Il y a un fardeau qui est là. Mais je pense qu'avec l'aide de la base que je viens de voir et la petite expérience que j'ai quand même de 43 ans de continu de service et de 10 ans de PCA, j'avoue que je suis à l'aise d'apprécier en tout cas le chef qui est là. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, ce natif de Daloa est plutôt à l'aise quand il s'agit des questions de la forêt. Durant ces 3 années de son mandat, Nizako Boabré Antoine entend tout mettre en œuvre pour réussir sa mission. Pour ce faire, il promet de travailler en équipe. Ce n'est pas l'individu que vous voyez, quelle que soit l'expérience de l'individu, il ne peut pas tout faire. L'équipe est là, nous sommes 8 et nous avons foi parce qu'il y a des directeurs de cabinet qui sont dans cette équipe. Il y a des tout-sachants aussi, le conseiller. Écoutez, on fera le bilan chaque trimestre, vous allez voir que le directeur est là, c'est un tout-sachant, il connaît bien la boîte. Il n'est pas dans une boîte pendant 30 ans et il n'est pas à la retraite. Et vous savez, c'est encore un colonel-major, vous les connaissez, c'est des hommes de devoir et nous allons travailler ensemble. Nizako Boabré Antoine remplace à ce poste Koné Ousmane à la tête du conseil d'administration depuis avril 2012. Rappelons que la Société de développement des forêts SODEFOR est une société d'État ivoirienne créée le 15 septembre 1966. Elle a pour mission de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique environnementale du gouvernement.
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro abritera un colloque international sur la bonne gouvernance. L'information a été révélée lors d'un point de presse au siège du FONSTI. À l'initiative, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le point avec Issa Badini et Tima Traoré. Mardi 1er février, Cocody Angré, siège du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Face à la presse, Dr Yaya Sangaré, secrétaire général de l'institution. Raison de la convocation des hommes des médias, cette information. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ces activités de promotion de la science et de l'innovation, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, organiseront du 28 au 30 juin 2022 à Yamoussoukro un colloque international pluridisciplinaire sur la gouvernance. Un colloque international sur la bonne gouvernance à Yamoussoukro, un carrefour scientifique que Yaya Sangaré situe les enjeux. Le colloque sur la gouvernance sera organisé pour faire l'état des lieux des connaissances sur la gouvernance en Afrique. Puis, pour mobiliser nos scientifiques africains pour nous aider à mieux comprendre les difficultés de gouvernance dans notre continent. Sont attendus les enseignants-chercheurs, les étudiants, les dirigeants de l'administration publique et du secteur privé. À cet effet, un appel à contribution a été lancé dont les délais courent jusqu'au 31 mars prochain. Dans le cadre de ce colloque, 2 formes de contribution peuvent être soumises. Des communications orales et la présentation de posters. Selon les conférenciers du jour, des prises en charge allant de 25 à 100% peuvent être offertes aux premiers étudiants inscrits désireux de faire soit une communication orale ou présenter un poster de résultats de recherche. Créé en 2018, le FONSTI est une institution dont la mission est de financer des projets de recherche scientifique et d'innovation susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel. À présent, la page sportive de ce journal. La 33e Coupe d'Afrique des Nations de football se poursuit au Cameroun et est à sa dernière ligne droite. Il faut dire que le 6 février prochain, à Yaoundé, se tiendra la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais aujourd'hui, clin d'œil sur le Sénégal. Avec vous, Ami Diarra-Souba, bienvenue dans ce studio. Merci Pierre. Alors, il faut savoir que l'ambition du gouvernement sénégalais n'a pas changé sur le plan footballistique. Il faut savoir que le Sénégal veut et rêve toujours de remporter son premier sac continental. Et c'est à ce juste titre que le gouvernement sénégalais a doté la fédération sénégalaise d'un montant de 8 millions d'euros, ce qui fait environ 5 milliards de francs CFA afin de permettre à Sadio Mané et à ses coéquipiers d'aller loin dans cette compétition et pourquoi pas de remporter ensemble ce premier sac continental que tout un pays attend depuis belle lurette. On souhaite déjà à Sadio Mané et au Lion de la Teranga bonne chance pour qu'il remporte cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Exactement. En attendant donc, on revient sur l'affiche de jeudi. Oui, il faut savoir que le dernier match de cette deuxième finale se joue ce jeudi. Sur le coup de 20h, le pays organisateur, le Cameroun, sera face à l'Égypte. Ce sera donc une grande finale avant la lettre. Une très très grande finale et on attend de voir, on se demande, on sait que ça sera un match très très physique, un match homme parce que le Cameroun qui a envie de remporter son 6e titre, l'Égypte qui a envie de remporter son 8e titre et donc ça sera pas du tout, ça sera pas un match facile. De part et d'autre, on aura vraiment beaucoup de choses à découvrir et que le meilleur gagne.
Ami Djarasouba, merci pour cette brillante page sportive. Ça a été un plaisir pour moi. Il faut dire que tous les projecteurs sont donc ouverts du côté de Yaoundé puisque la Coupe d'Afrique des Nations de football, 33e du genre, se déroulera le dimanche 6 février 2022 à Yaoundé. Et le président de la République du Cameroun, Paul Biya, sera de la fête. C'est également la fin de ce journal dont nous avons pris le plaisir de vous présenter toute la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.